Résultat, mais ce n'est jamais qu'une synthèse, le financement de l'alternance est soit stabilisé pour les contrats pro, soit en développement pour l'apprentissage. Tout le reste est orienté à la baisse, sauf le programme investissement compétences qui, lui, est nouveau et dégage des ressources supplémentaires. Ça, c'est le cadrage financier global. Ensuite, sur ce qui s'est passé, on va dire depuis, pas depuis qu'on s'était vu, mais quasiment depuis le printemps dernier. On a eu la mise en place des OPCO au 1er avril, donc 11 OPCO sur des périmètres redessinés par rapport aux OPCA précédents. On a eu toute la parution des textes qualité. Alors les textes qualité, ça concerne les organismes de formation, les entreprises qui auraient un organisme de formation et les CFA. Le référentiel est unique, il vise tout le monde, mais il n'est impératif, qu'à échéance du 1er janvier 2021, il faut laisser aux gens le temps de se certifier, et 2, pour les gens qui ont une activité de formation, qui feraient appel à du tiers payant. C'est-à-dire que dès que je suis financé par l'OPCO, ou dès que je suis financé par la Caisse des dépôts via le CPF, ou dès que je suis financé par un conseil régional, il faut que je sois certifié. Pour vos prestataires qui travaillent avec vous en direct sur vos fonds propres, sans qu'il y ait d'intervention de tiers payant, il n'y a pas d'obligation de certification, c'est votre politique d'achat qui dit si vous souhaitez que vos prestataires et vos fournisseurs soient certifiés ou pas, si vous en faites, vous, un gage de qualité ou pas, mais réglementairement, vous achetez à qui vous voulez. Et comme on peut multiplier les développements de compétences, vous pourriez même travailler pour développer les compétences aux salariés avec des gens qui ne sont pas des organismes de formation, mais qui vous proposent des actions qui contribuent à les professionnaliser, dès lors que c'est vous qui le payez, il n'y a strictement aucun problème à ça. On a eu ensuite l'apparition de ce qu'on appelle l'ordonnance coquille, que j'ai vu 2 fois d'ailleurs. L'ordonnance coquille, on fait ça maintenant pour tous les textes. On sait que quand on va écrire une loi, il y aura des erreurs, des âneries dedans, et des trucs qu'on n'aura pas pensé à mettre. Et donc, plutôt que de refaire une autre loi avec un processus long, on prévoit une ordonnance pour adapter ce qui mérite de l'être. Alors, on a eu trois dispositions, j'allais dire, un peu phares dans cette ordonnance-là. La première, et je vais passer tout de suite là-dessus, c'est sur vos obligations sociales et sur vos obligations de gestion des parcours à 6 ans. On vous a ouvert une possibilité d'option pour le premier bilan sur les règles que vous allez appliquer. Je vais faire un point là-dessus. Parce qu'il y a quand même plusieurs questions à traiter. La deuxième, c'est qu'on a, plutôt bonne nouvelle, annoncé que les droits au DIF des salariés ne seraient pas perdus, mais qu'il fallait quand même les saisir avant la fin de l'année prochaine, mais que du coup on pourrait les conserver sans limitation de durée. Donc du coup ça veut dire là aussi peut-être un accompagnement, puis on va voir quelle forme ça peut prendre des salariés dans ce domaine. Et puis la troisième, c'est la modification, moins bonne nouvelle, dont j'ai parlé sur la professionnalisation d'alternance, dont on a changé les règles, alors je vais dire, de manière tout à fait intentionnelle, pour que le dispositif ne fonctionne pas cette année, pour avoir de la ressource éventuellement disponible si jamais il y avait une croissance d'ores et déjà de l'alternance. Mais c'est parce que la mécanique financière ne tient pas que l'on a fait ça. Et puis, dernier texte en date, le décret du 13 septembre 2019 qui fixe la manière dont seront financés les contrats d'apprentissage, j'y reviendrai, lorsque vous recrutez un apprenti. Combien sera payé le CFA, puisque c'est le CFA qui est payé. Et pour vous, alors la formation est gratuite si le coût de financement qui a été fixé n'est pas inférieur au prix ou au tarif du CFA. En règle générale, et notamment pour toutes les formations de niveau 5 et de niveau 4, on a des barèmes de financement qui devraient couvrir, et parfois assez largement, les coûts réels de l'apprentissage. Donc ça veut dire pas de surcoût pour l'entreprise, formation gratuite. Si vous avez des apprentis dans le supérieur, ce que je dis n'est pas forcément vrai. Et se posera donc la question, si j'ai une prise en charge à 8, 10 ou 12 000 euros et que la formation vaut 15 ou 18 ou 20, ben est-ce que le CFA me facture la différence? Et s'il me facture la différence, est-ce que du coup, je fais toujours l'apprentissage? Est-ce que ça ne me pose pas de problème? Ou, voilà. Ce sera un élément à prendre en compte parce qu'il peut y avoir des différentiels négatifs entre le taux de prise en charge et le coût réel pratiqué par le CFA. Après, c'est une affaire de négociation. Si j'ai un prestataire qui a un tarif supérieur à la prise en charge, est-ce qu'il me facture le différentiel? Est-ce que j'ai une ristourne? Est-ce que la réglementation ne s'en occupe plus?
Je reviens sur le risque de pénalité financière et les choix que vous allez avoir à faire. Alors je le dis parce qu'il va falloir les anticiper, mais ce sont des choix qui ne vont pas être faciles au début de l'année 2021. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les questions, elles sont nombreuses hein, sur ce sujet. Moi, c'est ce que mes clients me demandent. C'est quoi les vraies échéances? Quand est-ce qu'on doit faire le bilan? Comment on calcule les périodicités? Est-ce que vraiment les pénalités elles vont s'appliquer? Qui c'est qui va les contrôler? Est-ce qu'on est en vraie zone de risque? Est-ce qu'il faut que je m'auto-sanctionne et m'auto-pénalise? Auprès de qui? Etc. Bon, alors je reprends, ça devrait couvrir à peu près les questions que vous me posez, mais si vous en avez d'autres, je reprends l'obligation. Ça, c'est l'obligation avant la loi de septembre, puisque c'est pas elle qui a créé ce dispositif. Toutes les entreprises, et ça reste vrai, toutes les entreprises doivent faire au moins un entretien tous les 2 ans professionnel avec leurs salariés et doivent remplir 2 critères sur les 3 qui sont là. Très bien. Ça reste, c'est une obligation sociale pour tous les employeurs qui ne fait pas l'objet de pénalités en tant que telle, autre que sociale. Et on ajoute la chose suivante. Pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, ou à partir de 50 salariés, si elles n'ont pas atteint ces critères-là, elles ont une pénalité. La loi de 2018 a modifié les critères de la pénalité, pas les obligations sociales, hein, qui restent pour tout le monde, a modifié les règles de la pénalité en disant c'est toujours un entretien, au moins tous les 2 ans, mais c'est aussi, et d'ailleurs je ne sais pas si j'aurais dû utiliser ce terme-là, parce que ça a conduit à un certain emballement, le fait de parler de formation non obligatoire est une réduction. Le texte ne parle pas de formation obligatoire ou pas. Il dit les formations qu'on ne peut pas prendre en compte, ce sont celles qui conditionnent l'accès à l'activité, qui sont prévues par ailleurs par un texte légal réglementaire ou une convention internationale. Donc, certains ont traduit de manière un peu hâtive que toutes les formations qui étaient obligatoires en qualité d'employeur ne pouvaient pas être prises en compte pour le bilan, ce qui est faux, ce n'est pas les textes. Les textes, ce sont les formations qui conditionnent l'activité. Donc, seules certaines formations sont exclues, je vais l'illustrer, et toutes les autres formations, je les compte. Donc, au moins une formation d'entretien. On a simplifié pour vous la manière d'apprécier, c'est plus de critères sur 3, etc. C'est plus simple. Est-ce que vous avez donné au moins une formation en 6 ans à vos salariés, sous réserve des formations qui sont totalement impératives, sinon j'ai plus le droit d'exercer l'activité? Et est-ce que vous avez fait les entretiens? Alors, on va reprendre ça en 2. J'ai pris ici un exemple. Qu'est-ce que c'est une formation qui est impérative pour exercer l'activité? On a les formations de conducteurs. C'est si je ne suis pas à jour de la FIMO et de la formation continue obligatoire, je ne suis plus censé conduire. Donc du coup, ces formations-là, effectivement, je ne peux pas les compter dans les bilans. L'habilitation électrique. Si je n'ai pas l'habilitation, je n'ai pas le droit d'exercer certaines activités en lien avec l'électricité. Donc du coup, la question ne se pose pas. Je ne peux pas le compter. Par contre, un CACES, à partir du moment où j'ai l'autorisation de conduite, ce n'est pas impératif pour exercer l'activité. Je n'ai pas une réglementation qui me dit si les gens n'ont pas le CACES, ils n'ont pas le droit d'exercer telle activité. Donc du coup, les formations CACES, il n'y a pas de problème, je peux les compter. Les formations de sauveteurs secouristes. Si j'ai pas, vous avez une obligation d'avoir un certain nombre de sauveteurs secouristes, c'est une chose. Mais les gens qui ne sont pas certifiés sauveteurs secouristes ne sont interdits de rien. J'aurais pu mettre, pour ce canon, dans la colonne de gauche, le SIAP, les services sécurité, enfin les pompiers, quoi, ou les services de secours incendie. Si je n'ai pas suivi la formation, je ne peux pas travailler pour ce service-là. Donc du coup, effectivement, ça ne marche pas. Par contre, toutes les formations à la sécurité, une formation sur le port de charge, une formation sur les gestes et postures, etc. Aucun texte ne m'interdit ou n'interdit aux salariés d'exercer l'activité s'ils n'ont pas été formés. C'est une responsabilité d'employeur. Si jamais il y a un accident et que je n'ai pas formé, je suis en faute inexcusable, il y a des conséquences, etc. Mais ce n'est pas une interdiction d'exercer l'activité. Donc du coup, si vous voulez savoir ce que vous comptez ou pas dans les bilans, ce que vous avez le droit de prendre ou pas, n'appliquez pas d'autres critères que ceux que prévoit la loi. C'est est-ce que je suis bien dans une formation qui est imposée par un texte légal réglementaire
voyez, ce n'est pas mes process qualité, par exemple, qui me l'imposent, parce que si c'est mes process qualité qui m'imposent de former les gens, je ne suis pas dans le cadre légal. Je n'ai pas de souci. Donc, est-ce que j'ai bien un texte légal réglementaire qui me l'impose? Et deuxièmement, est-ce que la sanction, si je ne le fais pas, c'est bien que les gens n'ont pas le droit de travailler? Donc, ça va vous faire un petit périmètre. Certes, peut-être quelques exclusions, mais quand même pas trop par rapport à ce que vous faites. Ça, c'est la première chose. Si, d'ici l'an prochain, pour les gens qui étaient présents chez vous en 2014, vous n'avez pas fait de formation, vous constatez qu'il y a des salariés qui n'ont pas été formés. Il vous reste, alors on va voir sur la date, je vais vous donner une indication qui n'est pas forcément le texte littéral. Il vous reste, au maximum, on va dire ça comme ça, 15 mois pour le faire. Bon, donc en 15 mois, vous devriez pouvoir organiser une formation pour les salariés qui sont passés à côté, sachant que la définition de l'action de formation est ouverte, que peu importe la nature, l'objectif, la finalité, etc. Donc sur ce critère-là, on va dire, la mise en conformité n'est pas impossible. C'est plus compliqué sur la question des entretiens. Parce que sur la question des entretiens, ceux qui ont raté le démarrage, il n'y a pas de manière de refaire le passé. Ou plutôt, il y en a une, que là aussi la loi vous a offerte. Mais elle n'est pas si simple. C'est qu'un accord collectif, alors, quelle que soit votre configuration sociale, si vous avez des organisations syndicales, c'est avec elles qu'il faut négocier. Si vous n'avez pas d'organisation syndicale, mais que vous avez un CSE, vous pouvez négocier avec les élus. Si vous n'avez personne, ni syndicat, ni élu au CSE, il faut trouver un salarié qui veut bien être mandaté par une organisation syndicale pour signer un accord. Ça devient un peu plus compliqué là. Avec les OS, ça va. Avec les élus, on a déjà des interlocuteurs. S'il faut trouver ex nihilo un interlocuteur, c'est un peu plus compliqué. Bon, il pourrait y avoir une bonne surprise, mais je n'y crois pas trop, c'est que la branche signe un accord disant, un accord de branche, qui couvre tout le monde et qui vous disent, bah, pour la première période, par exemple, il y a des branches qui ont attaqué les négociations comme ça, on verra ce que ça donnera en sortie, qui ont dit, bah, pour la première période, on ne va pas imposer un entretien tous les 2 ans, on va n'imposer que 2. 2 en 6 ans. Et pas forcément tous les 3 ans, ce qui permet aux entreprises de se mettre, si vous voulez, en conformité plus rapidement.